Elle fonctionne parce qu'elle s'appuie sur un processus naturel de l'apprentissage d'une langue. C'est une méthode qui est interactive. L'apprenant est au centre de son apprentissage. Il est vraiment acteur par les quiz. Et il y a aussi ce qui est formidable, c'est le forum audio. C'est inédit. AVS avec Philippe Robichon. AVS, à votre santé, on va parler d'apprentissage ce matin. Je reçois Monsieur Méthode, Abdelkarim Irbaïn. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Philippe. Vous êtes expert d'apprentissage de langue arabe. Vous êtes titulaire d'un Master 2 en didactique d'enseignement de la langue arabe. Alors la didactique de l'enseignement didactique, ça veut dire quoi ? Didactique, c'est la manière d'enseigner une matière, et là, en l'occurrence, l'arabe, c'est valable. On parle aussi de didactique d'enseignement des mathématiques, des sciences, et là, en l'occurrence, on parle de la langue arabe. Et vous avez mis sur pied, inventé le premier programme en ligne selon une méthode qui s'appelle la méthode Arabique Immersion. Voilà. Arabique Immersion. Et qui s'adresse qui s'adresse à la base aux enfants. J'ai commencé par les enfants, et puis maintenant, petit à petit, je suis en train de développer donc le programme pour les adultes, pour les enseignants aussi d'ailleurs, et depuis ce mois pour les mosquées. Ça s'adresse aux francophones, hein. Au départ. En réalité, ça s'adresse aux francophones, mais c'est une méthode qui s'adapte à tous les publics, parce que mon contenu est en arabe. Effectivement, je suis même en train de traduire ma plateforme en anglais, en espagnol, en allemand, pour pouvoir toucher le public européen. Et vous êtes ceinture noire de jiu-jitsu brésilien? Non, pas du tout. C'est de la mytho, ça? Non, pas du tout. C'est ce que vous avez appris dans les techniques. Ouais. Vous dites que la langue arabe, vous ne l'avez pas apprise, c'est-à-dire? En réalité, mon père très tôt, je suis né en 83, je suis l'aîné de mes frères et sœurs, et très tôt, il nous avait interdit le français à la maison. Il avait compris que le français, on allait l'apprendre à l'école. Et effectivement, c'était le cas. Donc, moi, à l'âge de 3 ans, quand je suis rentré en maternelle, je ne connaissais pas un mot de français. Et donc, à la maison, mon père nous avait imposé donc, l'arabe dialectal, pas l'arabe littéral. Donc, il nous avait parlé en dialecte. On parle d'arabe dialectal. On parle d'arabe dialectal. Ouais. Et ce que faisait aussi mon père à l'époque, c'est qu'il écoutait beaucoup la radio en arabe littéral, il nous racontait beaucoup des histoires, et c'est comme ça en fait que j'ai pu avoir les premiers ingrédients de la langue arabe par la compréhension orale. J'ai pu donc accumuler du vocabulaire, des structures de phrases par l'écoute, et du coup en réalité j'ai pas appris de manière traditionnelle ou classique. J'ai fait après les mosquées, les cours d'arabe à la mosquée. Et ça donnait pas de résultat. On était plus écœurés par la langue arabe qu'autre chose. Alors, qui est Alexander Argeles? Alexander quoi? Argeles. C'est un mec qui parle 100 langues. Ah. Mais par exemple, il y a des gens qui apprennent des langues, j'allais dire, de compétition. Qu'est-ce qu'on peut en déduire finalement que les langues, on peut en apprendre autant qu'on veut? Exactement. Les langues, on peut en apprendre autant qu'on veut. Tout dépend de la méthode. En fait, quand on apprend une langue, apprendre une langue, c'est pas accumuler des connaissances, c'est vraiment bâtir des compétences, être capable de s'exprimer, d'abord de comprendre, puis de s'exprimer, puis de lire et d'écrire. Et effectivement, on peut apprendre plusieurs langues. Il y a plusieurs expériences. Je me souviens d'une petite russe de 8 ans qui parlait donc 8 langues. Comment elle a fait? Justement par immersion. Elle avait la prof de français qui faisait des cours de cuisine en français. Elle faisait du chant en italien. La maman parlait russe, le papa parle anglais, et ainsi de suite. Le critère ou la condition, c'est un référent par langue. Oui, il ne faut pas se mélanger. Exactement, il faut avoir un référent par langue, et c'est basé sur le système bilingue dans les familles bilingues. Moi, par exemple, avec mes enfants, je leur parle en arabe littéral jusqu'à aujourd'hui, et mon épouse qui est française leur parle en français. Ils sont parfaitement bilingues. Ils parlent le dialecte avec les grands-parents, donc avec mes parents. Et si je pouvais ajouter la mazir ou une autre langue, on le ferait. D'ailleurs, ça a commencé par vos enfants finalement. Exactement, l'expérience a commencé par mes propres enfants. Ouais. Donc en 2000, j'ai l'aîné qui est né en 2006, puis Mouad, donc, et sa fille en 2007. Et en 2010, je découvre un peu les travaux là, en didactique et en acquisition de langue de manière générale. Noam Chomsky avait écrit beaucoup de choses là-dessus, donc le philosophe et linguiste américain. Et dès les années 70, il découvre que tout individu est capable d'apprendre ou d'acquérir n'importe quelle langue. Non seulement il est capable d'apprendre la langue, mais il est aussi capable de décortiquer les règles de grammaire, de les généraliser de manière naturelle, d'autant plus, encore plus les enfants. Et quand j'ai découvert ces travaux-là, je me suis mis à appliquer ça avec mes propres enfants en 2010. J'ai réuni donc Mouad qui avait 4 ans et sa fille à 2 ans et demi, et je leur ai dit en arabe, à partir d'aujourd'hui, je ne parlerai qu'en arabe.
Ils m'ont regardé avec les gros yeux. Mais est-ce que vous avez traduit en français? Est-ce que vous leur disiez ou pas du tout? Pas du tout. C'est ça. Pas du tout. Ouais. Ils ont une compétence innée qui leur permet d'acquérir n'importe quelle langue. Enfin, je veux dire, c'est naturel. C'est une compétence qui est extrêmement développée, surtout de la naissance à 7 ans. Cette compétence est toujours là après 7 ans, mais elle est moins performante, mais elle est toujours là. Donc, j'ai profité en tout cas de cette compétence qui avait en eux. Et ça, c'est un des principes de votre méthode, c'est faire confiance aux capacités de votre cerveau. Exactement. Le cerveau est capable d'accumuler en fait et en réalité, l'enfant n'apprend pas des mots par cœur. Il est capable, comme je disais tout à l'heure, de bâtir des compétences, d'émettre des hypothèses, de deviner, de chercher. Un enfant, ça se trompe, ça n'a pas peur de se tromper, contrairement aux adultes. Du coup, ça se trompe. Et en général, les erreurs des enfants, les erreurs linguistiques des enfants sont assez logiques. Ce que Noam Chomsky a observé dans les années 70, c'est qu'il a entendu un enfant parler en anglais. Et l'enfant avait conjugué le verbe I give au prétérit, donc au passé, I gived, avait rajouté ED. Alors qu'il n'avait jamais entendu les exceptions en fait. Les exceptions, ouais. Et c'était une erreur logique parce qu'il avait entendu le ED partout et donc il a généralisé. Et c'est là qu'il s'est dit c'est extraordinaire en fait cette compétence qu'ont les enfants. Et voilà, d'où les travaux, donc d'où mon expérience avec mes propres enfants, d'où la méthode que j'ai développée par la suite. C'est-à-dire que dans l'immersion, on n'apprend pas tout de suite les listes de mots et les exceptions en fait. Non. Ça vient après. Ça vient après, on les apprend par l'écoute. On les apprend par l'écoute. Les enfants ont une écoute assez fine, sont capables de décortiquer, sont capables de comprendre en tout cas les nuances. Et derrière, petit à petit, les enfants se familiarisent au son, à la phonologie de la langue, se mettent à dire quelques mots isolés, puis petit à petit se mettent à parler en fait, à énoncer des formules. Alors l'immersion linguistique, ceux qui nous écoutent ce matin en ont peut-être déjà entendu parler. Quelle est votre définition à vous de ce qu'est l'immersion linguistique? L'immersion, effectivement, j'ai eu beaucoup on va dire d'objections de personnes qui disent oui, l'immersion, il faut aller dans un pays arabe, il faut s'y installer, c'est comme ça qu'on apprend. Effectivement. Et pourquoi ça marche pas en fait? Déjà dans les pays arabes, il y a le dialecte. À ma connaissance, il n'y a pas de pays arabe où la langue véhiculaire est l'arabe littéral. Vous avez au Maroc, en Algérie, en Tunisie, même en Arabie, même si on pense que la langue arabe est... Non, même en Arabie, il y a le dialecte. Enfin, c'est le dialecte saoudien qui est en vigueur, en tout cas, dans ce pays-là. Donc, l'immersion, c'est de créer, en fait, des moments où on est exposé à la langue arabe, où on est capable d'écouter. Ça peut être de l'écoute passive, comme regarder Al Jazeera, par exemple, pour regarder une chaîne en arabe, ou écouter la radio en arabe. C'est de l'immersion. On est là en immersion, on écoute, on développe donc de la compréhension orale. Et la deuxième étape, c'est l'expression orale. Être capable, être dans des situations où on peut parler arabe avec quelqu'un. Et ça, c'est rare, malheureusement, de trouver des personnes qui parlent en arabe littéral de manière fluide. C'est assez rare. Pour les parents qui nous écoutent et qui ne parlent pas arabe, est-ce qu'ils ont besoin de maîtriser l'arabe pour initier leurs enfants ? Pas forcément. Comme je disais, il faut trouver des structures où on enseigne la langue arabe en immersion. Ça peut être en présentiel ou en ligne. J'ai connu des parents qui ne parlaient pas arabe, dont les enfants regardaient des dessins animés en langue arabe. Et à partir de ces dessins animés, ils étaient capables de développer une certaine compréhension orale. Le seul hic, c'est que derrière, ils n'ont pas d'occasion de parler. Mais voilà, c'est pas forcément. J'ai des élèves, en tout cas sur ma plateforme, dont les parents sont pas du tout arabes, sont des convertis, et les enfants se sortent très bien. Comme je disais tout à l'heure, la petite Russe, les parents ne parlent ni le français, ni l'anglais, ni l'italien. Et elle parle 8 langues. Donc elle avait un référent par langue. Il faut y consacrer combien de temps par jour ? Les spécialistes disent qu'il faut au moins un quart d'heure à 20 minutes par jour d'exposition à une langue étrangère pour pouvoir commencer à avoir les rudiments de la langue. Donc on peut être devant son ordinateur 15-20 minutes, c'est déjà bien. C'est suffisant en fait. C'est déjà bien. Il faut que ça soit régulier. Donc votre méthode s'inspire des mécanismes d'apprentissage naturel des enfants. Est-ce que ça fonctionne sur des adultes, par exemple ? Moi, je suis d'avis que ça fonctionne. De toute façon, l'expérience m'a dit que ça fonctionnait. Je prends toujours l'exemple de mon propre père, qui est arrivé en 1974 en France. Il n'a pas fait des études de français, il ne connaissait pas un mot de français. Aujourd'hui, il parle
très bien le français, il est capable d'avoir des formules correctes et justes, il conjugue des verbes, et pourtant il n'a pas fait de cours, il n'a pas fait de grammaire, et donc il est en immersion, il a été en immersion durant tout ce temps, et il a été capable d'acquérir en tout cas la grammaire française, la conjugaison, et est capable derrière de pouvoir la pratiquer. Donc voilà, cette compétence innée qui existe et qui est beaucoup plus performante chez les enfants est toujours là, même après 7 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 14 ans. Je me souviens quand j'étais au collège, on avait des classes qu'on appelait, alors je sais pas comment ça s'appelle vous en région parisienne, mais on avait une classe qui s'appelait CLAD, où on recevait des enfants d'immigrés d'Algérie, Tunisie. Ils étaient là au bout d'un an, ils étaient capables de parler, ils ont fait derrière des études. Donc voilà, c'est une question de méthode, une question de... Et on voit, pour les enfants, c'est facile. Parfois, pour les parents, c'est plus compliqué de bien maîtriser la langue. C'est vrai que c'est plus compliqué. J'ai vu cette année, j'ai lu cette année, par exemple, des réfugiés syriens arrivés en Allemagne, et au bout de 5 ans, ils ont eu les meilleures notes au bac. Mais vraiment les meilleures notes au bac allemand. Donc voilà, au bout de 5 ans, ils ont pu acquérir la langue et ils ont pu derrière être performants dans leurs études. Donc voilà, c'est possible, même plus âgés. Alors quels sont les secrets pour que ça fonctionne? Vous dites par exemple qu'il faut d'abord un contenu compréhensible. Qu'est-ce que vous appelez un contenu qui soit compréhensible? Donc la compétence, en tout cas centrale pour apprendre une langue, c'est la compréhension orale. La compréhension orale, c'est un peu la partie, on va dire la partie cachée de l'iceberg, qu'on ne voit pas en tout cas. Elle est extrêmement importante. On ne peut pas parler si derrière on ne comprend pas une langue. D'ailleurs, les malentendants et les sourds-muets, je connais bien le sujet parce que j'ai 4 cousins avec qui j'ai grandi qui sont sourds-muets. Ils ne parlent pas parce que derrière, ils n'entendent pas. Ils n'entendent pas, Ouais. Donc, pour parler, il faut écouter, il faut être exposé à la langue arabe. Quand je dis un contenu compréhensible, c'est un contenu où l'enfant va prendre du plaisir à l'écouter. Ça peut être des comptines, ça peut être des histoires. Les enfants aiment écouter des histoires. Ça peut être des courtes vidéos animées, des courts d'essais animés, où on associe l'image au son. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire de master là-dessus. En tout cas, j'ai prouvé que voilà, le fait de donner un contenu où on a l'image et le son, l'enfant, en tout cas, ou l'apprenant reçoit l'information en 2 fois, donc à la fois par le son, à la fois par l'image, et ça lui permet en fait de mieux comprendre le contenu. Donc voilà, le contenu doit être compréhensible. L'enfant doit prendre du plaisir. L'enfant ou même l'adulte d'ailleurs. Oui, parce que si on a du plaisir, on le fait. Exactement. On le fait avec plaisir. Comme disait tout à l'heure Kim, si c'est avec. Non mais il y en a beaucoup qui ont appris les cours de langue à coups de règles et. Du coup, on crée vraiment un fossé entre. Déjà, la méthode n'est pas bonne parce que généralement, elle n'est pas faite par immersion. Ou on enseigne en dialecte, ou on enseigne en français. Et en plus de ça, s'il n'y a pas de plaisir, on se trompe. Il y a peut-être beaucoup qui nous écoutent, qui sont allés à la mosquée apprendre l'arabe. Oui, on est tous passés par là. Et qui en ont un souvenir douloureux. On est tous passés par là, c'est extrêmement douloureux. Après, la question, c'est de savoir, est-ce que c'est efficace? Qu'est-ce qu'il en reste? Le problème, c'est le constat que je fais depuis une dizaine d'années, c'est que les enfants, et je pense que la plupart même des responsables associatifs le font, c'est que les enfants passent 5-6 ans dans les mosquées, dans les structures de langue arabe, et au bout du compte, il n'y a pas de résultat. C'est qu'on arrive... le problème, c'est une langue, pour apprendre... Une langue se base sur 4 piliers. Écouter, parler, lire et écrire. Ce qui se passe dans les structures, en tout cas arabes, c'est qu'on commence par lire et écrire. Comme le disait Kim, on commence par l'alphabet, on commence par écrire, et on s'arrête là. Si seulement on continuait, on s'arrête là. Ce qui se passe, c'est que l'enfant, au bout de 5-6 ans, il sait lire, et en réalité, il ne sait pas lire, parce que lire, c'est comprendre, il déchiffre. Il déchiffre. Je peux te passer peut-être un texte en italien, en espagnol, tu vas peut-être le lire, parce que c'est de lettres latines, mais tu ne vas pas tout comprendre. Donc il déchiffre. Et puis l'écriture, c'est plus de la calligraphie qu'autre chose, parce que écrire, c'est être capable de s'exprimer, de pouvoir exprimer une idée, d'écrire une carte postale, une lettre. Et c'est pas le cas. Tu prends n'importe quel enfant qui a fait 6 ans à la mosquée, demande-lui d'écrire une carte postale, mais il saura pas. Et donc voilà, le problème, c'est qu'on est parti de la lecture, de l'écriture. Après, ça se comprend parce que en tout cas, l'objectif, pourquoi les mosquées ou les parents mettent l'accent sur l'écriture et la lecture, c'est pour le Coran, pouvoir lire le Coran derrière. Mais voilà, lire le Coran et ne pas le comprendre, ça n'a pas de sens. Je dis toujours, les Arabes à l'époque de l'Égypte, en tout cas, la plupart ne savaient ni lire ni écrire. Le prophète lui-même ne savait pas lire ni écrire, sallallahu alayhi wa sallam. Ni les Ipan, ni les Kripan. Pourtant, c'était des experts en langue arabe, ils étaient très éloquents. Le Coran lui-même est venu pour défier leur niveau de langue. Mais pourtant, ils ne savaient ni lire ni écrire.
Et après ces 6 ans d'apprentissage, il y a souvent un grand dégoûtage. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de résultats, parce que finalement, il y a peu de résultats pour les efforts qui ont été accomplis. Justement, les parents qui tombent sur mon programme ou sur ma plateforme sont eux-mêmes concernés par ça. C'est des parents de ma génération et ils disent, et c'est exactement ce qu'on a vécu. On ne veut pas que nos enfants vivent la même chose. Donc, il y a cet écœurement, il y a ce dégoût de la langue. On lit, on ne comprend pas, on ne prend pas de plaisir et on n'avance pas. Un enfant qui avance dans son apprentissage, c'est un enfant qui prend du plaisir. Un enfant, un enfant ne peut pas passer une journée sans apprendre quelque chose. Il est toujours là en train d'apprendre, c'est un apprenti né. Et du coup, voilà, le fait d'aller à la mosquée, donc la première année, il est content, il a appris les lettres. La deuxième année, il se rend compte qu'on est toujours là. La troisième année, et puis il n'avance pas, et puis voilà, il n'y a pas de résultat. Et on crée vraiment un fossé, malheureusement, avec la langue arabe. Je vous ai rencontré il y a presque 1 an pour la première fois. On avait parlé d'apprentissage des langues. J'ai appliqué ce que vous m'aviez dit, par exemple, parce que moi j'apprends l'indonésien tout seul. Et c'est vrai que le fait de regarder et d'écouter des blogueurs, des journaux télévisés, tout ça, l'oreille se fait en fait. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Il faut y passer du temps un peu quand même. Du temps, et il faut avoir surtout un objectif et aimer ce qu'on fait. Si c'est apprendre, je sais pas quel est votre objectif, mais si on apprend l'indonésien sans objectif, au bout d'un moment, voilà, ça nous Alors, lasse. ce que vous dites, c'est qu'effectivement, dans un apprentissage de langue, qui peut aider tout le monde, les enfants, mais surtout les parents, c'est de trouver le pourquoi et se fixer un objectif. Pourquoi est-ce qu'il faut se fixer un objectif ? Pour pouvoir savoir où on va. Un enfant qui apprend une langue sans savoir pourquoi, si derrière il n'y a pas le besoin de communiquer avec, il va vite se lasser et ne pas sentir le besoin d'apprendre. En général, moi, en tout cas, ce que j'ai avec mes enfants, ou les gens de la communauté musulmane, quand ils veulent apprendre l'arabe, c'est souvent pour comprendre l'islam, comprendre le Coran ou autre chose. Mais moi, à la maison, par exemple, mes enfants, j'ai créé ce besoin de communiquer avec mes enfants, et j'ai toujours une phrase de mon fils, là, le dernier qui a 4 ans, je crois que je vous l'avais dit la dernière fois, c'est qu'il disait... mon fils disait à sa maman, moi, je ne sais pas parler arabe, mais je parle arabe avec papa parce que lui, ne sait pas parler français avec moi. Donc il avait compris, voilà, qu'il y avait un référent par langue, et du coup il y a un besoin de communiquer, et voilà, du coup il est presque entre guillemets contraint de parler arabe parce qu'il est obligé de parler arabe avec moi. Parce que acquérir l'arabe en immersion, c'est ce qu'on appelle une approche communicative. C'est quoi une approche communicative ? Une approche communicative, c'est une approche où c'est l'approche justement développée dans les années 70. Avant l'approche communicative, on avait une approche qui était plus basée sur, on appelait ça l'approche grammaire-traduction. C'est les méthodes traditionnelles pour apprendre, pour enseigner les règles, enfin les langues. Quand on dit une approche grammaire-traduction, c'est une approche basée sur la grammaire et derrière la traduction. Et on traduisait à l'époque mot à mot, exactement, à la virgule près. Exactement. Même moi, l'anglais, malheureusement, je fais partie de cette génération qui a été un peu délaissée par rapport à l'anglais. J'ai fait, 8 ans d'anglais, collège et lycée. On appliquait cette méthode, on faisait de la grammaire et de la traduction. L'enseignant ne nous parlait pas anglais, et du coup les Français de manière générale, on est lésés par rapport à l'anglais. Je ne sais pas si ça a changé entre temps, mais les Français n'ont pas la réputation de bien maîtriser la langue anglaise, sauf qu'aujourd'hui la nouvelle génération elle apprend l'anglais en regardant les séries. C'est ça, les réseaux sociaux aussi donc aident beaucoup à ça. Donc une approche communicative, c'est une approche de l'enseignement d'une langue qui est basée sur la communication avec des besoins communicatifs qui démarrent, comme je disais tout à l'heure, par la compréhension orale puis l'expression orale. Donc ce qui veut dire que pour apprendre une langue, on n'a pas besoin finalement de traduire mot à mot. Ah, pas besoin, non, on n'a pas du tout besoin. Au début, on est capable de comprendre un tout petit peu, puis on comprend un peu plus, puis on comprend bien, puis on comprend parfaitement, et on commence au début par apprendre le sens global, comprendre le sens global du contenu. On n'est pas obligé de connaître mot à mot ce que l'interlocuteur nous dit. Alors ensuite, dans votre méthode, à quel moment arrivent les règles grammaticales, l'apprentissage des lettres Elles arrivent au bout de la deuxième année. Au bout de la deuxième année, donc la première année est basée que sur la compréhension orale et l'expression orale. C'est fait donc à base de vidéos animées, d'histoires audiovisuelles, puis de forums audio où les enfants commencent à s'exprimer arabe avant même de savoir lire. Ça peut être étonnant. Dès la première semaine, les enfants se présentent leur famille, présentent leur entourage, parlent de leur activité, etc. Et à partir de la deuxième année, on intègre petit à petit les lettres et la lecture, et ça a plus de sens. Imaginez un enfant qui lit, qui comprend ce qu'il lit.
Donc il prendra du plaisir à lire. Du coup, on rentre dans un cercle vertueux. Et plus il lira, et plus il comprendra, et plus il avancera, et plus il prendra du plaisir. Donc la lecture vient après une année de compréhension et d'expression orale. Qu'est-ce que vous avez comme genre de module pour que les enfants justement puissent travailler? Vous proposez quoi? C'est des vidéos, Donc la plateforme se base sur beaucoup de vidéos, des vidéos animées. On appelle ça aussi du motion design. L'idée, c'était de créer des situations authentiques que l'enfant connaît dans sa propre langue maternelle. Comme je disais tout à l'heure, il faut avoir un besoin d'apprendre la langue. Et en général, un enfant, dans sa langue maternelle, il sait se présenter, il sait parler de sa famille, il sait parler de ce qu'il mange, il sait parler d'école, etc. Du coup, j'ai conçu le programme sur 9 unités, avec une première unité, se présenter, deuxième unité, présenter sa famille, une troisième unité, le corps humain, présenter son domicile, donc les chambres, puis l'école, etc. Donc tout ça, ce sont des thématiques que l'enfant maîtrise dans sa propre langue maternelle, que j'ai donc derrière projeté en langue arabe. La première semaine, donc c'est des vidéos animées, donc première vidéo animée avec la vidéo animée qui sont assez courtes. Hein. Le premier dialogue, c'est un dialogue très court entre deux enfants qui se présentent. Moi, je suis de France, moi, je suis d'Algérie, etc. De cette vidéo animée, on ressort le vocabulaire, toujours en immersion, donc il n'y a pas de traduction, tout est audiovisuel. Il suffit de cliquer. Et puis derrière, un quiz pour que l'enfant puisse s'évaluer. Deuxième jour, pareil, un dialogue. Troisième jour... Alors, c'est l'enfant qui s'auto-évalue, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Il s'auto-évalue donc, à travers un quiz qui est programmé. Donc il sait quand c'est juste, quand c'est faux. D'accord. D'ailleurs, les enfants adorent les quiz. Et puis derrière, donc une histoire. Parce que les histoires sont vraiment un levier extrêmement important pour apprendre une langue. Les enfants aiment écouter les histoires. Et c'est des histoires qu'ils connaissent aussi dans leur langue maternelle. L'histoire du lévrier et de la tortue, par exemple. En arabe, pareil. L'enfant clique, il écoute l'histoire, et derrière il y a vocabulaire, quiz. Puis une comptine, on a aussi une comptine par semaine. Les comptines aussi, c'est un formidable levier pour apprendre les langues. Malheureusement, je déplore parce que dans les structures de langue arabe, ces outils ne sont pas du tout mis en place. Il n'y a plus de gens qui racontent des histoires, racontent des contes. C'est malheureux et c'est dommage. En maternelle, par exemple, dans le maternelle de l'école française, l'histoire a toute sa place et les enfants adorent les histoires. Les comptines aussi ont toute leur place. Puis derrière, la semaine se finit par un forum. Parce que j'ai mis en place donc ça s'appelle une tâche communicative à la fin de chaque semaine où l'enfant donc accomplit une tâche en fonction de ce qu'il a vu dans la semaine. Donc la première semaine, c'est se présenter. Donc à la fin de la semaine, il est capable de se présenter au bout de 5 jours. C'est sur combien de semaines? 42 semaines. Ah oui, ça fait l'année scolaire. Oui, une année scolaire. Ouais. Mais c'est très souple. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est 20 minutes par jour, ça suffit largement, un quart d'heure, 20 minutes par jour. Et les enfants prennent du plaisir, donc les parents ne sont pas forcément derrière, donc l'enfant peut se connecter de manière autonome. Ça peut ramener aussi les parents à leur propre niveau et à leurs propres apprentissages, cette histoire, parce que bon... Mais j'ai beaucoup de parents qui profitent aussi de la plateforme avec leurs enfants et qui disent on apprend beaucoup avec nos enfants et du coup ils sont très satisfaits du résultat pour eux et pour leurs enfants, du coup, d'ailleurs. Alors après, il y a la question de la motivation. C'est se motiver pour faire les choses. Comment est-ce qu'on se motive bien? Vous savez, c'est toujours les trucs où je commencerai lundi ou alors je me mettrai après les vacances de novembre. Pour un enfant, comme je disais tout à l'heure, c'est un apprenti né, donc il est toujours en mode apprentissage. En général, si l'outil est bien fait et s'il prend du plaisir, il n'a pas forcément beaucoup besoin de motivation. Il est déjà motivé de manière innée. L'adulte, après, effectivement, il faut créer de la motivation. Ce qu'on a mis en place, nous aussi, c'est des ateliers de discussion en arabe littéral avec des adultes. On est en train de développer ça aussi en ligne. On l'avait fait en présentiel. Et l'idée, c'est de développer ça en ligne. Et là, vraiment, on crée une motivation. Il faut que je me forme pour pouvoir parler derrière. Mais le problème de la langue arabe, c'est que c'est une des rares langues qui est enseignée, mais qui n'est pas parlée, comme je disais tout à l'heure, nulle part. Alors, est-ce que... J'aime pas l'expression, mais est-ce qu'on en déduit que c'est une langue morte? Parce que si c'est une langue qui n'est pas parlée, c'est une langue morte. Malheureusement, comme disait un de mes professeurs, le professeur Abdeladana, il disait la langue arabe n'est pas une langue morte, c'est ceux qui la portent qui le sont. En fait, mais effectivement, elle est enseignée comme une langue morte, comme est enseigné le latin et le grec. Elle est enseignée comme une langue morte. Les langues mortes sont enseignées selon l'approche, comme je disais tout à l'heure, grammaire, traduction. Et malheureusement, c'est enseigné comme ça. Et ce que je dis donc même à mes collègues qui enseignent aux formateurs, à nous de la faire vivre, à nous de faire en sorte de la faire vivre, de communiquer avec. Et de créer justement ces environnements où l'arabe est pratiqué. Donc c'est pas le lire, c'est aussi le parler. C'est le parler, ouais, exactement. Il faut parler.
À partir de quel moment l'enfant est capable de lire le Coran finalement? À quel moment? Ouais. Parce qu'on parlait d'objectifs tout à l'heure. Voilà, qu'est-ce qu'on peut se fixer comme objectif raisonnable? Ouais, tu sais, vous savez, j'ai pas le. Les enfants sont différents. J'ai toujours, moi par exemple j'ai 5 enfants. Ils n'ont pas parlé le même jour, ils n'ont pas pris le nombre de mots le même jour. Ça vient au feeling, ça vient. Chaque enfant a son propre parcours. Quand l'enfant aura besoin de savoir lire, il lira. Ce qui se passe moi avec mes enfants, j'ai jamais mis la priorité sur la lecture. Et je me souviens de Safia à l'âge de, je l'ai immergée pendant de 2 ans et demi à 5 ans. Elle parlait mais un arabe parfait. Elle était capable même de... ça fait donc 2 ans et demi quoi. 2 ans et demi, elle était capable si elle écoutait quelqu'un parler, si quelqu'un se trompait en arabe, elle était capable de corriger sans savoir quelle était la règle théorique ou la règle de grammaire. Et à l'âge de 5 ans, elle a commencé à me demander c'est quoi cette lettre, quelle est cette lettre, petit à petit. Et je me souviens à 5 ans et demi, elle s'est lancée dans la lecture et elle s'est mise à lire. Aujourd'hui, elle lit Harry Potter en arabe. Et c'était un automatisme, c'est ça. C'est un automatisme. Parce qu'il y a un besoin en fait. Le fait, moi je dis toujours, le premier pas vers la lecture, c'est de raconter des histoires aux enfants, de lire des histoires aux enfants. Et un enfant est curieux et a envie de savoir lire lui-même. Moi, ce que faisait mon père avec nous, c'est qu'il nous lisait beaucoup d'histoires, donc on voyait des livres et on savait que les livres étaient vecteurs avaient un contenu et l'idée, le fait de lire des enfants, lire des histoires aux enfants, c'est déjà un premier pas dans la lecture. On fait comprendre à l'enfant que il y a du texte, il y a des mots, il y a des lettres. Ouais. Et là, le besoin se crée. Mais il faut être soi-même arabophone peut-être. Justement, c'est pour ça que j'ai mis en place aussi tout un programme d'histoire en arabe. Mais ce que je dis aussi aux parents, souvent les parents me posent la question, oui, mais comment on fait pour susciter l'intérêt des enfants? Je leur dis, il faut que vous-même... Soyez intéressés. Ça part de vous. C'est ça. Ouais. Parce que les enfants imitent leurs parents. Tu t'intéresses au foot, ils seront intéressés par le foot, etc. Donc, soyez apprenants vous aussi, ils vous suivront. Et montrez de l'intérêt à la langue arabe, ils sauront que c'est important pour eux. Il y a cette idée qu'il ne faut pas sous-traiter l'enseignement finalement. Il faut être acteur soi-même. Acteur, si on peut l'enseigner, tant mieux. Mais si au moins on peut montrer de l'intérêt, c'est déjà très bien. Les parents qui nous écoutent peut-être ont déjà essayé de plusieurs méthodes, mais même peut-être des méthodes de e-learning qui n'ont pas fonctionné, ou alors qu'ils ont abandonné. Parce qu'on voit beaucoup de parents qui s'arrêtent au milieu des méthodes. Qu'est-ce qu'elle a de plus, votre méthode, et pourquoi elle fonctionne? Et vous dites même qu'elle est extraordinaire finalement. Elle fonctionne parce qu'elle s'appuie sur un processus naturel de l'apprentissage d'une langue. Elle est interactive. C'est une méthode qui est interactive. L'apprenant est au centre de son apprentissage. Il n'est pas là passif en train d'accumuler ou d'écouter en fait du contenu. Il est vraiment acteur par les quiz comme je disais tout à l'heure. Et il y a aussi ce qui est formidable, c'est le forum audio. Je pense que c'est inédit. Ça fonctionne comment ce forum audio? C'est un forum audio comme si on était sur WhatsApp ou autre outil. Donc il y a une tâche, par exemple, se présenter. On pose un audio, nous les premiers, comme exemple. Donc rien n'est en français, à part les onglets du site, tout est en langue arabe. Donc le premier audio, on se présente. Salam alaikum, ismi Abdul Karim, umri 37 sana, donc j'ai 37 ans. Askounou fi Faransa, etc. Donc j'habite en France. Et puis les enfants derrière postent le même audio, donc il suffit de cliquer, on pose l'audio et derrière nous on corrige. On corrige chaque apprenant. Et du coup ça c'est vraiment inédit. À ma connaissance, je connais pas d'autres programmes. Ils peuvent écouter les autres en fait. Oui, ils peuvent écouter les autres, ils peuvent répondre aux autres. J'ai beaucoup d'interactions aussi entre les enfants. Il y a même des adultes aussi qui posent des audios. Donc ça vraiment c'est très motivant pour l'apprenant, qu'il soit enfant ou adulte. Et pourquoi ça marche alors contrairement aux autres méthodes? Pourquoi ça marche? Comme je disais tout à l'heure, je vais au risque de me répéter, c'est que je développe la compréhension et l'expression orale et à partir de là, un enfant ou tout apprenant, quand il sent qu'il avance, qu'il sent qu'il progresse, il sent que ça marche, donc il prend du plaisir, et quand on prend du plaisir, on avance, tout simplement. Donc une année d'apprentissage en e-learning. J'ai un parent qui m'a dit au bout de 3 mois, donc j'ai même fait la capture écran, au bout de 3 mois, mes enfants ont plus appris que 6 ans à la mosquée. Et ils se sont peut-être plus amusés. Ils se sont plus amusés. Ouais. Parce que c'est vrai que le plaisir d'apprendre est central, en tout cas, dans n'importe quelle matière. D'ailleurs, c'est pas que l'arabe. Quand un enfant prend du plaisir, il apprendra mieux. On l'a vu ce matin, ce qui est important, c'est la méthode. Exact. Vous, ceux qui vous connaissent, vous appellent Monsieur Méthode. C'est très important pour vous, la méthode. Vous avez même créé votre propre école, avec une méthode révolutionnaire, d'ailleurs. Et les gens sont venus à
à votre école. Pourquoi est-ce que c'est cette passion c'est presque apprendre à apprendre finalement. C'est comment apprendre à apprendre? Cette passion, elle est venue naturellement de mes enfants. Une fois qu'on a des enfants, on a ce souci de leur transmettre certaines choses, certaines connaissances. Et ce qui m'a poussé, en tout cas avec mon épouse aussi, dans son domaine d'éducation, de chercher, de se former et de transmettre un peu tout ce savoir ou toute cette expérience que j'ai pu accumuler, en tout cas avec mes propres enfants. Et effectivement, je suis toujours en recherche de comment apprendre mieux, comment transmettre. Et d'ailleurs, comme disait, donc, effectivement, le constat qu'on fait aussi... C'est Nadia, là, à l'instant, ouais. Le constat qu'on fait, c'est horrible de dire que beaucoup d'enseignants d'arabe ne parlent pas arabe. C'est comme tu disais, un prof d'anglais ne parle pas anglais. Et c'est le cas. Malheureusement, c'est le cas en France et en Europe de manière générale. Beaucoup d'enseignants enseignent l'arabe, mais ne parlent pas arabe. Pourquoi ? Parce qu'ils enseignent juste à lire et à écrire. Et c'est déplorable. Et depuis ce mois, on a reçu beaucoup de demandes de formation d'enseignants et notamment de mosquées et de structures. On a commencé là depuis août à former une quarantaine d'enseignants. Parce que vous n'êtes pas contre les mosquées, au contraire. Au contraire, moi je suis prêt à tirer tout le monde vers le haut, à partager en tout cas cette expérience. C'est la façon d'apprendre. Exactement. Et du coup, on a formé pas mal d'enseignantes et elles étaient heureuses de pouvoir découvrir en tout cas cette nouvelle méthode et derrière de pouvoir l'appliquer. Maintenant en Ile-de-France, on a une structure qui s'appelle Chatibi Atfal, à Quincy sous Sénart, je crois, dans le Contre-Vérance, il y a une mosquée, à Compiègne, Reims, Nancy, Avignon, en région lyonnaise aussi, Brigné, en Belgique, Farciennes. Voilà, il y a plusieurs structures qui commencent à mettre en place la méthode. Et l'idée, comme vous disiez, c'est de pouvoir... Moi, je suis toujours dans un partage de connaissances. Je trouve qu'on ne peut qu'avancer en partageant ce qu'on a. Et je ne suis pas du tout fermé à partager tout ça, quoi. Vous avez pratiqué ce qu'on appelle l'école à la maison. Exactement. Ouais, mais je pratique toujours. Vous pratiquez toujours le... Oui, depuis 2016. Ouais. C'est pas l'école à la maison, c'est le unschooling. Alors, voilà. Il y a le homeschooling et il y a le unschooling. Le unschooling, c'est... Le homeschooling, c'est refaire l'école à la maison, comme le dit le nom. Et unschooling, c'est vraiment pirater les méthodes traditionnelles et laisser l'enfant apprendre de manière naturelle, sans programme, sans contrainte, sans... Ça peut paraître... Non, vous êtes un pirate de l'éducation. Non, mais c'est vrai. Ouais, un petit peu, ouais. D'ailleurs, on les appelle les pirates de l'éducation et les enfants unschooling. Ouais. Mais qu'est-ce que vous reprochez au système classique, on va dire, au traditionnel ? Un enfant, comme je disais tout à l'heure, est un apprenti né. Le fait de lui créer un cadre ou des situations d'apprentissage, ça peut le freiner. Tout ce qui est notes, évaluation. Moi, par exemple, l'aîné, pourquoi on s'est lancé d'ailleurs dans le unschooling à la maison en 2016, l'aîné n'était pas du tout scolaire. Et pourtant, il a des compétences, des qualités. Enfin, il est très intelligent. Mais voilà, il n'était pas du tout scolaire. Le fait d'avoir un cadre, d'être assis sur une table... Il n'aimait pas l'école, il n'était pas fait pour l'école. Pas fait pour l'école. Et on a vu que si on forçait, on allait vers l'échec et on allait le perdre. Et effectivement, on a commencé à chercher donc, sur l'école à la maison. Et lui-même nous avait dit, écoutez, moi, je ne vais pas faire l'école à la maison. Si c'est pour refaire l'école à la maison, ça va pas s'arrêter. C'est-à-dire faire à la maison ce qu'on fait à l'école. Il préférait aller à l'école et savoir qu'à 4 heures c'était fini que faire ça à la maison. Et il n'avait pas tort. Et ça nous a amené à faire des recherches, mon épouse et moi. On est tombé sur les travaux de Thierry Pardo et d'autres, d'André Stern, etc. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une autre chose à faire. Et il y avait tout un mouvement de pirates de l'éducation aux États-Unis. Thierry Pardo qui sera bientôt notre invité, un Québécois. Et aujourd'hui, c'est magnifique. Les enfants apprennent, avancent. Mon aîné donc, est intéressé par le codage, la programmation. Donc voilà, il fait de la programmation et du codage. J'ai celle qui vient juste après, Safia. Elle lit beaucoup. Du coup, elle écrit énormément. Voilà, chacun dans son domaine. J'ai des jumelles, une qui lit aussi beaucoup, d'autres qui fait de la couture. Voilà. En tout cas, quand un enfant a exprime un intérêt pour une matière ou une autre, on est là pour pousser, pour accompagner, tout simplement. Bien, la méthode que vous avez créée pour l'apprentissage de la langue arabe s'appelle Arabic Immersion. On vous trouve comment ? Comment vous trouvez ? Arabic Immersion sur le site, donc arabi-immersion.net. On peut s'inscrire à tous les moments à n'importe quel moment de l'année ? Là, pour l'instant, on a ouvert les inscriptions jusqu'au 5 octobre. Et on fermera les inscriptions au 5 octobre et on ouvrira un peu plus tard encore, peut-être en fin d'année. Il y a des sessions, en fait. Il y a des sessions pour les forums. Exactement, pour qu'on puisse accueillir les enfants et traiter au mieux donc les forums. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on répond vraiment à chaque enfant sur les forums. Et il y a des centaines d'enfants qui
Et d'ailleurs, parce que quand les enfants s'inscrivent sur le forum, on leur demande de mettre leur prénom et leur ville et leur pays. On s'est rendu compte qu'il y a des enfants d'Irlande, du Canada, du monde entier, de Dubaï, des Émirats. Abdelkarim Irbaïn, vous réécoutez l'émission en podcast sur beurrefm.net, vous regardez l'émission sur la chaîne YouTube. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous de m'avoir accueilli. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, santé sur Beurre FM.